Bonjour à vous, chers élèves. J'espère que tout se passe bien chez vous. Je reviens vers vous pour un nouveau cours, en tout cas une première partie concernant le chapitre sur l'intégration. Un chapitre important. Nous allons regarder déjà d'un point de vue purement graphique ce que c'est que l'intégration. Alors, dans cette première partie ainsi que dans les suivantes, j'utiliserai toujours les mêmes notations. Sous-entendu, on parle d'une fonction qui s'appelle f, qui est définie sur un intervalle fermé, l'intervalle AB, A et B étant des A plus petit que B, des réels. On appellera C sa représentation graphique dans un repère orthogonal. Donc là, vous pouvez déjà noter qu'on n'est pas forcé d'être dans un repère orthonormé pour parler d'intégration. Mais il faut au minimum que le repère soit orthogonal. Alors, commençons par le commencement. Revenons à une notion qu'on a déjà rencontrée et qu'on rencontre depuis le collège. Comment on fait pour mesurer une longueur? Alors à cette question, il y a plusieurs réponses qui ont fait débat, notamment au moment de la Révolution française, chaque département ayant sa propre mesure. Par exemple, là, je vous ai mis une tige de bois qui s'appelle une pige. Alors, on voit pas très bien, mais sur cette tige était représentée la longueur considérée comme un pouce, comme une main, un coude, etc., etc. Voir le cours d'histoire-géographie si vous avez besoin de plus d'informations. Ça, c'était une façon d'harmoniser un petit peu, en quelque sorte, si on peut dire, parce que tout le monde n'a pas la même largeur de main, ni la même longueur de coude. Mais ce qu'on pouvait appeler longueur. En tout cas, à chaque fois, ce qu'on cherche à faire, c'est définir une unité. En maths, on définit l'unité qu'on veut, donc on n'est pas forcément contraint à utiliser une unité donnée en physique, comme le mètre par exemple, qu'on pourrait considérer comme un étalon, c'est-à-dire à partir de cette longueur qu'on va appeler le mètre, on va mesurer des longueurs. Donc en maths, on va définir ce qu'on appelle une unité, et cette unité nous servira à mesurer. Combien de fois j'ai cette unité dans la longueur que je cherche à mesurer, etc. Au même sens que Pythagore, avec ses fractions d'entiers, cherchait des rapports de longueur. Alors pour ceux qui sont intéressés, Denis Gage a écrit plusieurs ouvrages concernant la définition de ce qu'on appelle le mètre au moment de la Révolution française. Donc je vous renverrai quelques liens vers ces ouvrages. Alors étant donné qu'on a défini ce que c'était qu'une unité, on peut donc mesurer des longueurs. Comment faire pour les surfaces? Bien, on va faire exactement pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir un objet à une dimension, on va utiliser des objets à deux dimensions. Et l'élément, l'objet géométrique le plus facile, le plus simple à représenter, c'est le carré. Donc dans la figure que je vous ai donnée, par exemple ce rectangle, il y a un certain nombre de carrés. Combien y a-t-il de carrés? Eh bien, il y en a 3 en hauteur, sur 3 lignes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et donc si je fais le produit des deux, ça me donnera le nombre de carrés qu'il y a dans ma surface. C'est ainsi que je vais définir mon unité de longueur. Ici, 21 carrés. Alors si les carrés font 1 cm de côté, ben, ce sera 21 cm carrés. Et si mes carrés font 1 mètre de côté, ça fera 21 mètres carrés. Vous entendez bien le mot carré dans l'unité de mesure. 1 mètre carré, c'est bien parce qu'on a utilisé des carrés. Alors, à partir de cette manière de mesurer des surfaces, on peut trouver des formules. Donc on vient de voir la formule de longueur fois largeur pour le rectangle. Évidemment, on va retrouver la même chose pour le carré, puisque C fois C. On va avoir des formules pour le parallélogramme, les trapèzes, les losanges, et voilà. Et la plupart des figures qu'on va rencontrer. On a donc des formules qui se démontrent géométriquement par rapport à des mesures de longueur de côté. Dans notre cas, notre unité de mesure va être le rectangle engendré par les deux vecteurs directeurs de notre repère, donc qui est J, et
avec l'origine du repère qui est un des sommets de ce rectangle. Donc je vous ai fait une petite image pour vous justifier, enfin vous expliquer de quoi je suis en train de parler. Donc à chaque fois qu'on va être dans un repère, on va définir une unité d'aire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que l'on va faire un calcul d'intégrale, une calcul de mesure d'une surface, on va dire UA pour unité d'aire en faisant référence à ce petit rectangle qui dans un repère orthonormé sera un carré. Alors maintenant que je vous ai parlé de la difficulté ou de ce qu'on pourrait appeler mesure d'une surface, comment fait-on quand notre objet n'a pas une forme géométrique, on va dire classique? Donc là, si je prends ma courbe, la courbe de la représentation de la fonction f, et que j'engendre en dessous de cette courbe un espèce de domaine, donc une surface, et j'aimerais mesurer cette aire-là. Eh bien, l'unité d'aire étant le petit carré qui se trouve ici, on appelle intégrale l'aire de la surface bleue là, sur ma figure. Voilà, c'est ça l'intégrale de cette fonction entre a et b. Alors, pour comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là, je vous ai fait une petite figure. Ici, j'ai une fonction, et puis j'ai des petits rectangles, des rectangles qui sont au-dessus de la courbe. Je pourrais faire la même chose en dessous. Hein, donc si vous êtes intéressé, vous cliquerez sur l'animation et vous verrez qu'on peut définir le pas. Ça va faire en sorte que nos rectangles soient de plus en plus fins. Et si vous faites ça, vous allez vous apercevoir que les rectangles, ben, là où il y avait des erreurs, parce que si je fais la somme de l'aire de tous ces rectangles, eh bien il y a les petits morceaux de rectangle au-dessus là qui sont en trop, eh bien vous allez vous apercevoir que cet excédent va diminuer, et si on fait une limite, ben, on arrivera à montrer que on est exactement sous l'aire sous la courbe. Donc je vous laisse faire l'animation, hein, puisque là je ne peux pas réellement le faire avec la vidéo, en tout cas pour le moment. Que se passe-t-il si la fonction est négative? Ben, si la fonction est négative, sa représentation graphique, elle est en dessous de l'axe des abscisses. De ce fait, il va y avoir une aire d'une surface, mais non pas en dessous, mais au-dessus, qui va aller jusqu'à l'axe des abscisses. Hein, si je regarde la définition que j'ai donnée, c'est l'intégrale, etc. Cette intégrale va avoir une valeur, et si je rapporte ça à une aire, je vais m'apercevoir que cette aire, elle est positive. Or, mon intégrale va être négative. Donc on va considérer comme négatif l'aire, enfin l'intégrale d'une aire qui se trouve sous l'axe des abscisses, donc pour une fonction qui serait négative. Alors évidemment cette fonction elle n'est pas forcément toujours au-dessus de l'axe des abscisses dans sa représentation graphique, ou toujours en dessous de l'axe des abscisses. Hein, si j'ai une fonction comme celle-là qui oscille autour de mon axe, et bien comment je vais calculer mon intégrale? Ben, je vais faire ce que je viens de vous dire. Je vais compter positivement l'aire qui est pour les parties qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, donc vous allez avoir 3 parties ici positives, et je vais retirer à cette somme les aires, donc positifs, mais cette fois-ci je vais les retirer, des parties qui sont en dessous de l'axe des abscisses. Voilà. Alors comment on note ça mathématiquement, l'intégrale? Ben, on le note avec un symbole, hein, qui ressemble à un S, comme surface. Bon, en fait c'est le S de somme. Somme de tous ces petits rectangles qu'on va mettre entre les deux axes, les deux droites d'équation x égale a et x égale b, et ma courbe ainsi que l'axe des abscisses. Voilà, alors ça se lit intégrale de a à b de la fonction f, ou tout simplement somme de a à b de la fonction f. Donc on dira plutôt intégrale. Voilà, quelques remarques par rapport à cette notation. Cette R est parfois appelée R sous la courbe, même si la fonction est négative, ça sera donc au-dessus. A et B s'appellent les bornes de mon intégrale. Voilà, on verra qu'on peut les échanger, on comprendra ça un petit peu plus tard. Vous notez que dans la notation, il y a 3, en dehors de la fonction f, hein, il y a 3 lettres, il y a A, B et X. Alors, le A et B ce sont les bornes, et le X est une variable. Cette variable est dite muette,
dans le sens où elle n'intervient pas dans le calcul. Donc ça veut dire qu'on peut très bien écrire f de x dx comme on peut écrire f de t dt. Alors, si vous regardez bien un petit peu la formule que je viens de vous mettre ici, si j'appelle dt la largeur de mes rectangles, et f de t la hauteur, hein, puisque c'est l'image, j'ai bien ici la somme de tous mes rectangles. Voilà. Et donc, si ma fonction est positive, eh bien mon intégrale sera positive, et si ma fonction est négative, ben, mon intégrale sera négative. Cas particulier, donc première façon de calculer une intégrale par le calcul. Si j'ai une fonction constante, bon ici là, ma fonction entre 4 et 8, elle vaut toujours 3, quelle serait l'intégrale de cette fonction entre 4 et 8? Ben, tout simplement, c'est l'aire de ce rectangle. Et l'aire de ce rectangle se calcule comment? Il se calcule hauteur, donc k, qui est la valeur de la constante, ici 3, fois la largeur de mon rectangle, et cette largeur, c'est 8 moins 4, ce qui fait bien les 4 de différence entre les deux. Voilà, donc vous avez bien 3 fois 4, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 carrés, qui est mon unité d'aire dans mon repère. Voilà. Alors pour aller un petit peu plus loin sur cette première introduction, je vous propose de faire à la page 216 les exercices 50, 51 et 60. Attention, ils ne sont pas forcément très simples, donc prenez le temps de revoir la vidéo et d'essayer de comprendre ce qui est demandé dans ces exercices, et je vous donnerai la correction après. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.